De toute façon, le président, quelque part, c'est un supporter, c'est quelqu'un qui aime son club, c'est quelqu'un qui veut donner du plaisir en trouvant le bon joueur et puis dire que c'est un peu lui. On dirait que c'est le petit jouet du président. Le mercato, une des périodes les plus crispantes pour les clubs. Président, directeur sportif, entraîneur, formateur, recruteur, tout ce petit monde a bien souvent du mal à se mettre d'accord. En proie aux difficultés financières, de plus en plus de clubs se passent de cellules de recrutement, jugées trop coûteuses. Mais alors qui repère les talents? Et qui prend la décision finale? Copinage et guerre d'ego, les secrets du recrutement, c'est une enquête de Guillaume Dufy et d'Anthony Volstine. Je pense que la compétence ne peut s'exprimer que dans une bonne organisation. C'est les présidents de club, c'est à eux de siffler la fin de la récré. Quand ça ne fonctionne pas, le premier responsable c'est l'entraîneur. Donc l'entraîneur, il va avoir les clés du camion. Quand on n'est pas manager, le dernier mot, il ne vous revient jamais. Les choses marchent quand chacun reste à sa place. J'ai fait des erreurs parce qu'au mercato d'hiver, on était tellement pressé que j'ai fait un mauvais recrutement. Qu'est-ce qui règne aujourd'hui? Il faut se parler franchement. La plupart du temps, c'est le copinage au détriment de la compétence. Entre copinage et conflit d'intérêts, les méthodes de recrutement des clubs français sont parfois sujettes à controverse. Confrontés à des difficultés financières récurrentes, les pensionnaires de Ligue 1 ont pour certains choisi de supprimer leurs cellules de recrutement. Comment font-ils alors pour dénicher de futurs talents? Qui a le dernier mot dans un transfert? Pourquoi le recrutement est-il devenu une jungle où les coups bas et les petits arrangements entre amis prennent parfois le dessus sur la logique sportive? Nous sommes le vendredi 15 avril. Ce soir-là, Créteil-Lusitano s'accueille l'AJ Auxerre pour une rencontre de Ligue 2. Le club francilien lutte pour le maintien et doit s'imposer pour continuer d'espérer. Mais en tribune, l'enjeu est bien différent pour deux des spectateurs présents. Olivier Piqueux, le manager général du SCO d'Angers, est accompagné de Johan Eudeline, milieu de terrain du club en fin de contrat, qui s'initie depuis peu au métier de recruteur. Ils sont là pour superviser un joueur. Non mais techniquement il est surprenant. Je pense que tactiquement il doit encore énormément progresser. Tu as vu les ballons qui étaient là-bas, anticipation, il doit se replacer. Bon, ça c'est du travail. On n'est pas venu forcément pour le résultat. Hein. C'est essayer de transposer le joueur dans notre effectif. Alors c'est compliqué parce que vous imaginez bien que la compo n'est pas la même et l'organisation n'est pas forcément la même non plus. Il faut être attentif et réactif. Ce soir-là d'ailleurs, un émissaire de Montpellier se trouve également dans les tribunes pour superviser le même joueur. Car la concurrence est rude entre les clubs lorsqu'il est question de transfert. Pour être les premiers, certains n'ont pas hésité à investir dans des cellules de recrutement. Lille, domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC. Ici, tout un bâtiment est consacré à la recherche de joueurs. Aujourd'hui, les bureaux des recruteurs sont vides. Ils sont sur le terrain. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde parce que là, ils sont en vadrouille, quoi. C'est comme si vous avez des commerciaux qui sont que dans vos bureaux et qui ne vont pas démarcher les clients, quoi. Ça peut s'apparenter à ça, même si ce n'est pas que du commercial, il y a de l'analyse. Ce sont les superviseurs qui bossent essentiellement sur la vidéo. Voilà. Cyril, Quentin, Manuel Coquelet, un ancien joueur du club. Et ce sont eux qui font les montages pour le club, à chaque fois que c'est demandé. C'est hasardeux quand même de recruter que sur cassette vidéo. Voilà. Après, je dois vous avouer quelque chose. Le fait de prendre Eder, par exemple, qui a été pris au mercato d'hiver, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille voir un joueur qui ne jouait pas? Donc on a fait un maximum de montage, du plus récent à des moments où il avait été vraiment décisif dans ce qu'il faisait, mais on a essayé d'être le plus pertinent possible sur les matchs les plus récents possibles, sachant que parfois les matchs les plus récents remontaient à un mois, quoi. Voilà. En 1999, les deux Brésiliens Alex et Aloysio avaient également été recrutés sur la foi de cassettes vidéo par l'AS Saint-Étienne. Pour autant, difficile de se contenter d'images.
même si l'évolution technologique permet aujourd'hui d'en apprendre beaucoup sur un joueur, notamment en se basant sur des statistiques. Il existe, à la disposition des clubs, de nombreux logiciels pour étudier en chiffres le profil d'un joueur. On est sur par exemple des joueurs qui sont en ressemblance au buteur qui est Courté. Donc il me donne des joueurs avec des âges dans différents clubs, tu vois, au Spartak et ainsi de suite. Donc en fait c'est une base de données qui est folle. Tu peux aller et sur les joueurs, aller voir des joueurs qui sont en comparatif, aller voir ses actions, sur quels sont ses points forts et ainsi de suite. On a des infos qu'on ne tire pas avec de la vidéo. Enfin, je veux dire, quand tu regardes un match, quand tu es scout, tu ne regardes pas un match comme si tu es dans le public, une personne lambda ou même un entraîneur qui va regarder des choses tactiques. En fait, quelque part dans un match, tu regardes ce que tu veux. Tu analyses des choses, le ballon à un bout du terrain, tu regardes autre chose. Toi, tu regardes le comportement du joueur aux antipodes de l'action. Ça peut se produire. Donc la lecture du jeu, elle est totalement différente. En se déplaçant sur le terrain, on peut découvrir le caractère d'un joueur à l'entraînement et évaluer sa capacité à s'intégrer dans un groupe. Pour par exemple 2 joueurs étrangers, j'ai passé 2 semaines aux Pays-Bas à voir comment ils s'entraînaient. J'étais incognito, j'allais voir tous les entraînements, voir leurs attitudes, s'ils étaient investis à chaque entraînement. Et puis j'ai fait mon rapport par rapport à ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti par rapport à l'investissement à l'entraînement. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire qu'on emploie un détective privé. Après, je ne vous dis pas qu'on ne va pas quand même rechercher de temps en temps des choses qui sont peut-être un peu moins révélées, parce que plus on a d'informations, mieux on pourra régler la prise de décision. Après plusieurs semaines d'enquête, le recruteur rédige un rapport et le soumet à sa direction. Commence dès lors un processus de décision qui peut s'avérer extrêmement complexe. Les processus de décision dans les clubs sont d'abord très différents et souvent pas très rigoureux et que c'est très flou. Et effectivement, quand le processus de décision est flou, les processus de responsabilité sont flous, on se rend compte que c'est souvent des combats entre l'entraîneur et le recruteur, entre le formateur et le recruteur, entre le président et l'entraîneur, entre le directeur sportif et entre tout le monde, quoi, en fait. C'est tout à fait normal. Le conflit doit exister. Le problème, c'est la conséquence du conflit. Est-ce qu'il n'y a plus de dialogue après un conflit? Là, ça devient un problème. À la base, le conflit doit exister. Parce que si tout le monde est du même avis, le club ne peut pas avancer. Le problème des clubs aujourd'hui, c'est qui va prendre la décision au final et qui va arbitrer ces conflits pour que l'harmonie au sein du club existe. Bien souvent, la vision de l'entraîneur et du recruteur s'oppose. Pierre-Paul Antonetti est responsable du recrutement à Bastia. Dans le passé, il a dû entrer en conflit avec le coach de l'équipe pour défendre un profil. Un dossier où je me suis positionné fortement, c'est le dossier de Florin Thauvin, où c'était pas une question du coach de ne pas croire au dossier, c'était qu'il estimait qu'on n'en avait pas besoin, justement sur la saison à venir. Flo, il rentrait dans un projet d'avenir et que le coach il ne voyait pas urgent sur ce dossier. Et je me suis battu auprès du coach, auprès du président. C'est pas passé une première fois, c'est pas passé une deuxième fois. Et à un moment donné, j'ai mis ma place en jeu. Le coach, il prend des joueurs, il a envie que ces joueurs soient performants tout de suite, direct. Parce que dans 10 matchs, en fonction des clubs, dans 10 matchs, c'est peut-être plus lui. Il va pas prendre 1 an pour préparer un joueur pour qu'il soit bon pour le prochain entraîneur. Francis Gillot a entraîné 3 clubs français, Lens, Sochaux et Bordeaux. Tout au long de sa carrière, il a souhaité s'investir dans le recrutement, avec l'espoir d'avoir les mains libres pour choisir lui-même son groupe. Nous, on est entraîneur, on aimerait bien assumer un peu plus, c'est-à-dire qu'on recrute, on décide pratiquement tout seul de ce qu'on veut, du profil de joueur, et après, si ça ne marche pas, on s'en va. C'est le fil rouge de tous les clubs que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, au niveau du recrutement, on n'est jamais d'accord sur le profil à prendre. À Bordeaux, Francis Gillot est d'ailleurs entré en conflit avec Jérôme Bonicel, le directeur de la cellule du recrutement des Girondins, qui a récemment démissionné à la suite d'un nouveau désaccord avec l'entraîneur du club, Willy Sagnol. Un des secrets du recrutement, c'est la cohérence. C'est-à-dire,
même si je pense que le président doit toujours avoir ce qu'on appelle en cinéma le final cut. Il faut quand même, si possible, que le président, l'entraîneur, le directeur sportif, la cellule soient d'accord. Et moi, je pensais à l'époque que j'étais assez proche d'Alain Roche, et j'avais recruté Le Guen, donc je me disais, 2 anciens joueurs qui se connaissent bien, ça va. Et pour des raisons que je ne veux pas juger et que je n'analyse pas, ça n'a pas très bien fonctionné. Alain Roche, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, et Paul Le Guen, alors entraîneur du club, ont collaboré durant 2 saisons de 2007 à 2009, sans jamais parvenir à s'entendre sur les priorités de recrutement. Des relations qui peuvent se compliquer encore davantage lorsque le président s'immisce dans les choix sportifs. Depuis plusieurs années, plusieurs d'entre eux se sont pris au jeu, jusqu'à parfois orchestrer seuls les transferts sans même en parler à l'entraîneur. De toute façon, le président, quelque part, c'est un supporter, c'est quelqu'un qui aime son club, c'est quelqu'un qui veut donner du plaisir en trouvant le bon joueur et puis dire que c'est un peu lui. On dirait que c'est le petit jouet du président. Et bon, c'est vrai que après, pour les autres joueurs, c'est un petit peu difficile de voir ces choses-là, parce que on s'aperçoit que c'est la trouvaille du président et que le joueur, après, au niveau de l'intégration, c'est plus pareil. Il est un petit peu rejeté. C'est ça qui leur plaît, c'est ça qui les excite. Et c'est sans doute aussi pour ça que c'est aussi compliqué. Au cours de notre enquête, certains recruteurs nous ont confié avoir vu des présidents de clubs accepter ou refuser le transfert d'un joueur en se basant sur ses notes obtenues au cours d'une saison dans le journal L'Équipe. Comment aujourd'hui, avec le 19e budget, le SCO d'Angers peut réussir à se maintenir s'il n'y a pas ces distensions dans d'autres clubs ou ces dysfonctionnements? Si aujourd'hui notre président se mettait à choisir les joueurs à la place du coach ou de mon équipe, ou vice-versa, ce que vous venez d'expliquer, je pense que c'est la mort du petit cheval. Olivier Piqueux occupe à Angers le poste de manager général, plus communément appelé directeur sportif. Une profession qui a tendance à disparaître depuis quelques années. Il est en train de disparaître parce qu'on veut s'approprier le pouvoir. Du moment où on veut exister, donc un président qui sort de son rôle ou un entraîneur sort de son rôle aussi, on empiète sur le rôle du directeur sportif, qui est gênant parce que c'est un contre-pouvoir pour l'entraîneur. Et il est gênant pour le président parce qu'il empêche de faire ses petites affaires. À Lille, un système collégial a été mis en place, avec comme ultime décideur le président Michel Seydoux. Mais ce processus de décision s'effondre pour certains transferts. Ce fut le cas avec Gervinho, dont le recrutement fut entièrement orchestré par l'entraîneur de l'époque, Rudy Garcia, en juillet 2009. Car lorsqu'un coach gagne, on ne lui refuse rien. Le joueur ivoirien n'a pas déçu. À l'inverse de Michael Frey, un attaquant suisse acheté en 2014 par le LOSC contre l'avis de la cellule de recrutement. Des arrivées qui traduisent la fragilité du système. On a un peu de retard là-dessus parce qu'on s'est surtout focalisé sur nos centres de formation. C'était notre principale base de recrutement. Donc on a fait moins d'efforts culturellement pour aller chercher les joueurs en dehors. Donc effectivement, en comparaison de certains pays, on a un peu de retard là-dessus. Porto en est le meilleur exemple, hein. De miser des 5, 6, 10 millions d'euros sur un jeune, ça ne leur fait pas peur. Combien Angers avait la saison dernière pour recruter? Quel était le montant de l'enveloppe? L'enveloppe, c'était simple pour la partie transfert. Elle était facile à calculer parce qu'elle était de 0 €. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut être plus malin que les autres, plus réactif. Sans argent, il est essentiel de s'appuyer sur sa cellule de recrutement. Mais cela a un coût. À Lille, une dizaine de personnes y travaillent à temps complet, soit un budget annuel proche d'1 million d'euros. À Marseille, les 2 recruteurs de l'OM touchent un salaire de 10 000 € brut par mois. Un chiffre étonnant, lorsque l'on sait qu'au club, c'est Vincent Labrune, le président, qui s'occupe de tout dans ce domaine. Des sommes conséquentes dans une période économique délicate. Résultat, de nombreux clubs réduisent l'enveloppe budgétaire des cellules, comme à Bastia, où un seul employé s'attelle à superviser les joueurs. C'est sûr qu'on ne peut pas voir et revoir le même joueur. Seul, c'est
c'est plus compliqué. Ouais. D'autres clubs n'ont même plus aujourd'hui de cellules de recrutement et préfèrent opter pour un autre système de fonctionnement, en s'appuyant notamment sur des agents qu'ils payent à la facture. C'est le cas de l'AS Saint-Étienne, qui collabore avec David Ventier, agent de profession, devenu en mai 2015 consultant des Verts en matière de transfert. En France, on ne sait pas bien travailler avec les agents. C'est-à-dire que normalement, quand on a autant d'agents, il y a quand même 450 agents à la fédération. Rajoutez ceux qui n'ont pas le diplôme et qui font, il y a 1 millier de personnes. Si sur 1 millier de personnes, vous n'êtes pas capable d'avoir des informateurs qui puissent vous indiquer où sont les meilleurs joueurs et pouvoir suivre les pistes, c'est que quand même il y a un problème. Est-ce qu'il faut des équipes de recrutement interne très évoluées au sein des clubs, ou alors est-ce qu'il faut avoir plutôt un réseau d'agents de confiance avec qui on peut travailler? Je me demande si ce n'est pas la deuxième solution qui est la meilleure. Au cours de sa carrière, Michael Manuello a assuré à la facture la fonction de directeur sportif pour des clubs professionnels. Ça m'est arrivé au tout début où j'ai conseillé, mais ce n'est pas la solution idéale. Parce qu'il faut qu'une personne soit salariée du club. Sur un moment temporaire, ça peut aider, mais ça ne peut pas être sur du long terme. Il faut qu'il y ait une politique sportive pour que la personne s'imprègne de tous les rouages du club et que chaque entraîneur qui passe ou chaque joueur qui arrive ait confiance en ce discours. Ce réseau permet aux dirigeants de se renseigner à moindre coût sur un joueur au profil intéressant. Mais dans pareilles conditions, l'agent ne voit-il pas dans un premier temps l'intérêt du footballeur qu'il conseille avant celui des clubs? À un moment donné, il va y avoir un conflit d'intérêts. Il y a un fonctionnement à avoir, on travaille avec tout le monde, mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser, que ce soit le club vers l'agent ou l'agent vers le club. Mais l'intérêt sportif n'est pas toujours le plus important. Dans plusieurs transferts récents en Ligue 1, l'agent de l'entraîneur a poussé son client à recruter des joueurs dont il défend également les intérêts. Un arrangement de bons procédés courant dans le championnat de France. Qu'est-ce qui règne aujourd'hui? Il faut se parler franchement. La plupart du temps, c'est le copinage au détriment de la compétence. C'est ça la vérité dans nos clubs français. Une cellule de recrutement permet de réduire les incertitudes, mais ne peut garantir un succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'entendre sur ce que ça veut dire rater. On rate rien. C'est comme si vous dites, ah ouais, bah tiens, on a eu un recruteur qui allait voir un match, et puis ce jour-là, bah, il n'a pas vu qu'il y avait un joueur qui allait exploser, puis c'est le voisin qui l'a pris. Mais bon, ça arrivera toujours. Le cas de Riyad Mahrez est un exemple frappant. Transféré du Havre à Leicester en 2014 pour 500 000 €, l'international algérien pourrait être sacré champion d'Angleterre à la fin de la saison. Dans le passé, plusieurs recruteurs français l'ont vu évoluer sans pour autant se positionner. Il fut même proposé à Marseille par un intermédiaire, mais Vincent Labrune décida de les conduire. Car football rime avec subjectivité. Passer à côté d'un joueur arrive fréquemment, comme le Stade Rennais qui laissa filer Gervinho en 2009. On a hésité très très longtemps à Rennes entre Bangoura et le joueur qui est parti à Lille, le Côte d'Ivoire, qui s'appelle Gervinho. On s'est dit, tiens, Bangoura marque des buts depuis 3-4 ans. Il marque entre 10 et 12 buts, même en Coupe d'Europe avec Kiev. Et Gervinho ne marquait jamais. Et malheureusement, Gervinho est parti à Lille, il a marqué des buts, il en a fait marquer. Et voilà, ça c'est un choix. Francis Gillot, lui, a dirigé à Bordeaux Grégoire Krychowiak, avant qu'il ne soit prêté à Nantes quelques mois plus tard. Aujourd'hui au Séville FC, le milieu défensif s'est émancipé jusqu'à figurer l'an passé dans le 11 type de la Liga. Il a fait la préparation, il a fait des matchs amicaux catastrophiques. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais il n'était pas prêt à jouer aujourd'hui. Je n'ai pas de regrets. Moi, je peux montrer les matchs de préparation qu'il a fait et le club a eu raison de prendre un Nguemo à l'époque. Les anecdotes comme celle-ci sont nombreuses. Ainsi, Saint-Étienne passa à côté de Javier Pastore. Lens refusa Robert Lewandowski. Ou le Paris Saint-Germain manqua Roberto Carlos et David Trezeguet. Moi, ça me fait doucement sourire parce que le Trezeguet à 17 ans, il y a plein de clubs qui l'ont raté. Voilà, il n'y en a qu'un qui l'a eu au final. Tous les autres l'ont raté. Donc il n'y a pas que là où il a été. Le Eto'o aussi, il y en a plein qui l'ont raté. Voilà, donc il n'y a pas de vérité là-dessus. Un jour à 17 ans et à 25 ans, c'est toujours facile quand il a fait carrière de dire c'est celui-là qu'il fallait prendre. Il y a les joueurs qu'on a ratés et ceux dont on se serait bien passé. En janvier 2008,
Alain Kézak, le président du Paris Saint-Germain, recrute 2 Brésiliens, Everton et Sousa. 2 arrivées et 2 flops retentissants pour le club de la capitale. L'écueil, c'est de ne pas avoir assez de temps. Moi, je pourrais le dire, j'ai fait des erreurs parce qu'au mercato d'hiver, on était tellement pressé que j'ai fait un mauvais recrutement. Mon erreur sur un joueur, moi, ça a été d'annoncer 2 Brésiliens en même temps. Donc, on a eu l'impression que revenait à Paris une nouvelle filière brésilienne. Et on a comparé mes 2 joueurs, dont l'un n'était pas mauvais, qui était Sousa, un qui était très mauvais, qui était Everton. Et bien, comme on les a présentés ensemble, on a eu l'impression qu'on faisait revivre une filière brésilienne du niveau de Ray Ricardo. Donc, erreur de com. Les erreurs ne pourront jamais être totalement éradiquées. C'est la loi du genre. Cependant, pour cibler davantage leurs réels besoins, les clubs français devront mettre de l'ordre dans leur organigramme et faire en sorte que chaque rôle soit bien défini. Un enjeu clé pour les pensionnaires de Ligue 1 qui ont un temps négligé le recrutement pour s'appuyer sur leur centre de formation, contrairement à leurs homologues étrangers. Peut-être une explication à la déroute des clubs français sur la scène européenne.